Document-là, qui vient du livre que vous avez aussi, sur la deuxième DB, donne la définition interne de la deuxième DB. Donc groupement Dio, du groupement Langlade, groupement Guillemont, groupement Rémy. Bon. Vous étiez groupement Ranglade. Là, j'étais là. Et vous étiez le 12e chasseur. D'accord. Donc le GTL, il n'y a que le GTL qui passe. Mais pour l'artillerie, il y a 1, 2, 3 qui sont regroupés pour tirer. D'accord. De Langlade, je les récupère, si vous voulez. Ah d'accord. Parce que ce qui se passait chez nous, c'est que quand le patron avait besoin de 2 régiments de chars, eh bien, il les mettait aux ordres de... J'ai changé plusieurs fois, moi. De patron. Je suis passé du groupement de Langlade, je suis passé au groupement Dio. L'exemple, c'est à Saverne. Ouais. Rouvillois est passé avec de Langlade. Ouais. Et pour compenser, Bengenet est passé avec Dio. D'accord. Mais ça nous arrivait, ça. Hein. Non, on le faisait souvent, ça. C'est une habitude. Alors, les 3 artilleries, il avait besoin de toute l'artillerie, et bien, il regroupait sous les ordres de Langlade ou de Dio. Il regroupait toute l'artillerie. En plus, je me demande s'il n'y a pas eu des Américains, de l'artillerie américaine. Alors, c'est la 90e qui avait son unité bon, ben, ils ont dû participer. Mais quand le patron avait besoin de 2 régiments de chars, eh bien, ils les mettaient ensemble sous le commandement des régiments de chasseurs de chars. Oui, oui. C'est pareil, on mettait tout le régiment avec l'un ou avec l'autre. Ou bien on séparait, on mettait des grande mobilité. Voilà. D'accord. Bon, ça, c'est une articulation qui était propre à notre division parce que les Américains ne faisaient pas ça. Non. Non, les Américains étaient très rigides. D'une part, ils étaient plus petits en quantité. Oui, nous on était 16 000. Oui. Si vous prenez la 90e, il devait y avoir le 358, 357, 358 et 359 qui composaient la 90e américaine. Mais pratiquement, c'était que 3 régiments et rigides au point de vue structure. Plus rigide après. Tandis que nous, on n'était pas rigide du tout. D'accord. Quand le patron, on faisait un coup, il y avait tous les chars ensemble. Le lendemain, il y avait un char, un machin de char avec autre chose. Donc, la question est la suivante. Vous me demandez si j'avais quelqu'un avec nous. Ah ben, si on va prendre... Il y avait la 7e compagnie et le 3e escadron.
vois un paragraphe là qui est de jaune. Le groupe Maman Jeunet, après des difficultés de passage dans Villebadin, ça a été fait par la 17e, celle qui nous a viré de Villebadin. Oui, c'est ça. Ben, j'aime autant vous dire. Oui, mais ça, vous avez, là, c'est précis. Hein. Ça a été écrit à 12h40. Le 19, et ça a trait entre le 18 et le 19. Bon, c'est l'armée, je dis, tout ça c'est précis. Un Jaunet, lui, est parti par Villebadin, et il y a eu des accrochages dans Villebadin. Il y a eu un certain nombre d'accrochages. Et pourquoi il a eu des accrochages? Parce qu'il y a des Allemands qui étaient là. Non, mais moi je vais vous expliquer comment c'était, parce que, excusez-moi, moi qui ai vécu dans ce noyau-là, puisque j'étais là au Ophel, et on avait été viré de Villebadin par les Allemands, parce que les Allemands n'ont pas voulu qu'on retourne ailleurs pour se mettre à l'abri. Nixtomie Zurück. Bon, on avait compris le mot, on est revenu, et on est revenu sur Ophel pour revenir en plein dans la marmite. On pouvait pas faire autrement. Ils étaient logés chez Guerrier à Villebadin. On a été viré par la 17e. Même je crois que c'était un colonel. Il avait un beau pantalon, une belle casquette, et il avait de la garniture. Et il m'a fauché mon vélo. Il m'a dit, je te le rends. Il parlait un français, monsieur. Impeccable. Eh bien, il me dit, tu ramènes ton vélo, je m'en vais à la ferme Gourbe qui est en face. Et il y est allé, il est revenu, il m'a ramené mon vélo 1h30 après. J'avais pas de montre à l'époque, mais j'ai tombé le temps, non. 1h30. Mais il me l'a rendu bien. À midi, ils arrivent à Haumel. Mais où à Haumel? Et là, peut-être que M. Leplat... L'heure, je ne peux pas vous la donner, mais Michel Leplat va vous la donner. Oui, mais où à Haumel? Alors, à Haumel, c'était après le croisement. Vous êtes sur la détresse, vous prenez à droite et vous montez, vous passez le pont. Et vous avez la route qui oblique légèrement à gauche. Et à partir du virage, vous avez après l'école. Après l'école, vous faites 100 bons mètres, 150 mètres. Et c'était une ferme qui était là sur la gauche. Donc sur la route qui va à la Fresnay? Ou la route qui monte? Ah non, c'est la route à droite de l'église. C'est une route, c'est avant d'arriver à l'église. Oui. Avant d'arriver à l'église, vous avez une petite route qui s'en va rejoindre, si vous voulez, on s'en va rejoindre Villebadin par là. Ah non, mais là on n'a pas traversé la rivière encore. Ça, vous n'avez pas traversé la rivière, non? Et là, vous avez, en prenant à droite, vous passez par-dessus le pont de la rivière, et après vous vous trouvez sur la rive gauche de la Dive. Alors, sur cette rive gauche de la Dive, moi je sais. Et c'est là que Michel Leplat il habite, et c'est là qu'il a enseigné aux comment traverser de traverser par les descentes pour les abreuvoirs des vaches. Alors justement, ils ont traversé la rivière. Moi vous le dire, je suis incapable parce que je ne suis pas retourné. Et je dis où ils ont été. À ce moment-là, ces chars qui sont passés. Oui, quand ils ont eu traversé cette rivière-là, eh bien, après, ils n'avaient plus qu'à traverser la route qui était sèche. Ils ont traversé la route. Ils avaient un petit ruisseau qui était là à traverser, mais il n'était pas non, mais ils sont montés, si vous voulez. Alors, les objectifs qui avaient été définis, c'était la côte 226, qui s'appelle la butte du Jardin. Oui, ça y est, j'y suis, là. Hein, j'y suis. La butte du Jardin, et l'autre objectif, c'était la 262 Sud. C'était les deux points de repère sur lesquels travaillait l'artillerie. Voilà. Et là, ils sont montés sur la 226, à la butte du Jardin. Ils sont allés là-haut? Oui, ils y ont même passé la nuit, je peux vous dire. Ah bon? Oui, il y a 600 hommes qui ont passé la nuit à la butte du Jardin. Le 19 août 1944, j'étais tout près d'ici,
J'appartenais au 2e escadron du 1er régiment de marche de l'Espagne marocain et j'appartenais au peloton Gaillet. Le régiment de marche d'Espagne marocain était le régiment de reconnaissance de la 2e DB, formé essentiellement par des Français libres depuis l'origine, renforcé déjà depuis ses pertes par des camarades de la résistance. Et notre 2e peloton était le peloton de reconnaissance au sein du groupement tactique de l'Anglade, du sous-groupement Main-Genêt. Donc nous reconnaissions tous les itinéraires que devait utiliser d'une façon ou de l'autre une partie du 12e chasseur, le 2e bataillon de marche du Tchad, le régiment d'artillerie. Donc nous précédions, et c'est pour ça que nous sommes venus jusqu'ici, qui était la zone d'action du 12e régiment chasseur d'Afrique. Le 19 août, nous sommes arrivés ici, au Bourg Saint-Léonard, tout près d'ici, le soir, et nous avons commencé des patrouilles toute la nuit à l'intérieur des bois au nord de Bourg Saint-Léonard, en montant jusqu'en très proche de Felles. Nous sommes rentrés pour la nuit à la lisière de ces bois. Le lendemain matin, nous nous sommes installés à Aisne et nous avons été envoyés en reconnaissance à Villebadin. Je suis arrivé ici une semaine avant le 19 août. Je me suis occupé de résistance seule. Sitôt les Américains arrivés, je me suis occupé de leur fournir des renseignements sur le split sur Chambois, l'emplacement des mines antichars. Le 19 août, j'ai accompagné un groupe d'Américains qui venait du Bourg Saint-Léonard au Fels, que j'ai amené jusqu'à la ferme qui est derrière vous, où nous avons fait des prisonniers. Ensuite, on est descendu de la petite vallée au pied des arbres, et je fus blessé à 100 mètres derrière l'église dans le petit herbage le long du bois. J'étais dans la poignée d'un infirmier américain au haras du pain, je pense. Ensuite, je suis rentré chez moi, je me suis engagé, je viens de Non, moi j'étais civil, alors je ne vais pas vous parler de guerre ni quoi que ce soit, mais nous étions dans le petit château que vous voyez là à votre gauche, là, le manoir du logis de Felles. Nous étions là déjà depuis 2 jours, et le matin du 19 août, on a vu 3 Allemands s'approcher de la porte de l'étable où nous étions. Et il y en avait un dans le milieu qui tenait les épaules des autres, et il avait la jambe gauche qui se promenait, vous savez, au vent comme un drapeau. Et puis alors il a demandé de soigner le blessé. Ma mère, mes parents n'étaient pas pressés de le faire, parce qu'on avait subi les Allemands depuis 4 ans. Mais ma mère a simplement répondu à mon père, il dit, regarde, c'est un gamin comme l'autre. Ma mère a déchiré le pantalon du blessé, elle a lavé sa plaie avec de l'eau. Et en plus, le fermier qui était avec nous, M. Guerrier, avait apporté un peu de calvin. Donc il a aseptisé, tout ça, ça a été aseptisé, y compris le gosier. Et les 3 soldats sont repartis, revolver au poing, vers la galère. Après, tout au courant de la matinée, on a vu un jeune homme qui s'est présenté aussi à cette porte-là. Il venait d'entre 2 bâtiments. Et il s'est accoudé sur la demi-porte de l'écurie. Et il a simplement demandé à mon père, pouvez-vous me dire s'il y a des Allemands dans le coin? Mais surtout, faites bien attention, pas de mouvement, rien du tout, parce que si on a un sniper qui est là dans le coin, on y passe tous. Effectivement, mon père lui a dit, bon, bien écoute, derrière toi, à ta droite ou à ta gauche, il y a ci, il y a ça. Il a pris tous ses renseignements. Il a dit, oh bien, à peu près dans une demi-heure, vous allez voir les soldats américains. Il nous a pas serré la main, rien du tout. Il est parti. Et on a vu arriver à toute vitesse 5 jeeps et ils se sont installés avec des petits mortiers et dans l'après-midi, début d'après-midi, on a entendu du bruit dans la plaine venant de Fougy, venant du Bourg Saint-Léonard. D'un seul coup, on entend un gros bruit de moteur et on voit arriver un char. Le 2e DB est arrivé là.
le commandant du char français, un gars qui parlait bien français. Oui, il était français. Alors, il avait la croix blanche sur le dessus aussi, hein, comme tous les autres. Et à l'arrière, j'ai pas vu la croix de Lorraine, puis on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas, on n'avait pas eu d'informations de tout ça. Et puis alors, je crois, et c'est un nom composé. Est-ce que c'était Lorraine-Escaut? Est-ce que c'était Champagne-Ardenne? C'était un nom composé. Ce char-là. Et j'aurais bien voulu savoir ce que c'était. D'un seul coup, le chef de char, il dit à mon père, il dit, il y a du Boche dans le coin? Alors mon père dit oui, il dit, il y a un petit bois, enfin il explique tout ça. Puis il dit, les gars, faites bien attention. Il dit, il y a un char, il dit, quand on va chercher de l'eau, on le voit, il est tout à fait en bas sur un ruisseau là-bas. Si vous passez comme ça, il vous attend sur le côté, les gars, vous êtes percés. Il dit, puisque tu connais le truc et tu connais le coin, tu nous emmènes. Alors, mon père a voulu monter sur le char, il dit, non, tu descends. Aussi, je voulais jamais monter là-dessus. Et puis alors, mon père lui a fait faire un petit détour derrière l'ex-presbytère, puis ça descendait un peu, si bien que devant le char, il y avait une butte de terre. Et le char était derrière. Le chef de char, après, mon père lui a fait voir où il était comme ça, enfin, il a fait plein d'explications. Il dit, bon, bouge pas. On est resté derrière le char. Et ils ont fichu le mur du cimetière par terre, et puis d'un seul coup, mais ça va très vite, hein, leur truc. Hein. La commande du char, il a fait 3 trous, et là les Allemands, il y a 2 Allemands qui ont sorti. Ça devait être certainement l'artilleur et puis le chef de char. Leurs vêtements étaient en feu, puis ils étaient roulés par terre. Les autres ont dû être tués dedans. Les tanks destroyers du régiment d'Espagne marocain. Ils étaient en ligne pour servir d'unité de reconnaissance, mais aussi pour donner systématiquement des renseignements à l'Anglade pour situer exactement l'avancée des Américains. L'avancée des Américains. Ce qui explique un premier point, c'est que l'Anglade était bien au courant de où étaient les Américains et la rencontre des Américains et des Polonais. Oui, voilà, c'est ça. Le soin qui conduisait ces chars-là. Et si vous pouvez m'avoir, si ça vous est possible de m'avoir ces informations du nom du char, ça m'intéresse. Un peloton RMSM, c'est ça. Un peloton du régiment de marche d'Espagne marocain. Avec le 3e, 358 US. Le 358e était là et là. De part et d'autre. Et le 359e, le premier escadron était là, le 2e là, le 3e là. Et Waters était dans le 3e. C'est le patron du 3e. Qui était avec le 359? Il n'y avait personne. C'est possible, mais il est peut-être arrivé là par accident. Quoi, le 358e était mandaté, hein, c'était officiel. Alors, est-ce qu'il y a une liaison entre cette partie du 358e et le 359? Ce qui n'est pas du tout impossible.
L'Aigrefin, c'est très simple à trouver. Vous êtes là, l'Aigrefin, il est là. Et la côte 262, c'est là. Enfin, on était au sud et les Allemands étaient au nord de la 262. Oui. Je me rappelle le chemin, puisque les gars du club, j'ai causé avec eux, puisqu'ils sont venus me voir, là, on était avec les chars. Avez-vous le souvenir que quand vous étiez alors vous êtes avec votre char, là vous ne pouvez pas grimper, je crois, avec le char. Vous n'êtes jamais monté vers Non, on était sur une hauteur, et vous voyez le donjon comme, sur la gauche, légèrement, un petit peu en retrait derrière moi. Vous étiez là, je vois l'endroit où vous étiez. Parce que si vous venez, vous êtes dans la voiture et moi je vous emmène exactement. Avec Michel, un jour, on est venu discuter à partir de la rencontre avec M. Carr, de la 2e DB. À se dire, mais quand même, il nous dit des choses, on l'a vu nulle part. Sa rencontre avec les Polonais, on l'a jamais lu quelque part. Donc, la première chose qu'on a essayé de faire, c'était de retrouver le terrain sur lequel il nous disait avoir rencontré des Polonais. Alors Michel avait fait la route avec lui sur une partie, donc il était passé à Sourdeval, devant Sourdeval, il avait continué, il avait tourné à droite pour prendre le chemin qui va jusqu'au restaurant, jusqu'au café, là. Oui. Et puis, pensait que c'était au café, à la hauteur du café. Et la réponse de Carr était de dire, ah mais non, c'est pas ça, je ne reconnais pas. On va passer derrière cette côte qui est notée 263 sur la carte. S'il y en a, ils peuvent être que là. Mais on va peut-être le faire au retour. Là, j'ai tout droit, là. Ah bah oui, t'as pas le choix, c'est quand on prend le tableau là, il n'y a plus de goudron. Voilà, on raclait les côtés, il y avait des talus de chaque côté. Il n'y en a pas d'autres. Alors, le gars Carr, il jouissait là, hein, parce que... Ah oui, mais voilà, ça ressemble. Alors, on va arriver à un carrefour. Il y a une borne, hein, d'ailleurs. Oui, oui. Tu vois, il n'est pas long le parcours, hein, quand on dit, mais à telle heure, mais ils ont fait ça en un quart d'heure peut-être, enfin j'en sais rien, mais... L'Aigrefin, c'est un circuit. Les Allemands ont pu très bien partir parce qu'ils occupent cet herbage. Jusqu'à Montornel. Alors où ils sont, j'en sais rien. Et c'est là qu'ils reçoivent plein, 1800 fumigènes dans la gueule pour ne pas gêner les gars. Mais à mon avis, ils les ont laissés passer parce qu'ils avaient le plan du lendemain dans la tête. Ouais. Voilà. Les chars allemands sont là. Oui, oui. Ah, ils sont passés sous. Oui, oui. Mais c'est tout noir. Mais il me l'a dit. On avait de la fumée. Mais comme il a plu, le vent venait d'ouest ici, donc je pense qu'ils n'étaient pas emmerdés. Et qui c'est qui les a enfumés? Depuis elle, parce qu'on va faire la suite du parcours aussi tout à l'heure.
La rencontre des Polonais avec les Français. Oui, on a retrouvé exactement le terrain. Ah bon? Vous voyez où est la côte 262? Sud. Sud. La côte 262, derrière Sourdeval. Derrière chez Fleury. Là où il y avait Oui, d'accord, oui. Là, vous voyez. Oui, bon, donc le chemin en arrière de... C'est ça. Le chemin part de là, qui va jusqu'au restaurant. Oui. Hein, sinon, on descend la Fresnay. Oui, en suivant la pente, d'accord. Et là, vous avez un champ en triangle. Qui est là. Il est bordé par les deux chemins, qui redescendent. Celui qui descend à la Fresnay et celui qui va au restaurant. Et là, en bordure de la pente, et la pente est très forte, il y a un champ triangulaire. Et ils se sont réunis là. Ça s'appelle la côte 259. C'est côté 259. Oui. Et donc c'est à quelques mètres de la 262. En âge, et ça je peux le faire, dis donc. J'ai quelqu'un qui peut me le faire, un copain. Qui était le directeur des eaux et forêts de Normandie. Et qui habite ici, là, à côté. d'Abraham. Tu vois, il n'y en a pas un de tous ces arbres-là qui existait à l'époque. Pas un, tu vois, c'est tous des arbres récents. Peut-être le gros chêne, là. Et encore. Et encore, c'est pas sûr. Et apparemment, M. K reconnaît parfaitement l'endroit parce qu'il dit « Ah oui, mais on est arrivé nous d'un côté, les Polonais sont arrivés de l'autre, et nous on s'est mis à gauche, ce qui est logique par rapport, puisqu'il venait du chemin en question. » Alors, est-ce qu'il a reconnu? Pas formellement, c'est la cavée qu'il y a derrière chez Fleury, pour monter. Il y avait 15 chars. Et c'est classique. On envoie en reconnaissance un escadron. Mais ils sont tous passés. Tous sont passés. Ah bon? Ah oui. Les chars, moi je me souviens, étaient de l'autre côté de la route. Oui. Nous on était gamins, mais ils étaient tous à 50 mètres l'un d'autre. Donc ils se sont fait allumer au retour? Ils montaient. Oui, ils revenaient de ce point-là vers Montormal. Et venaient vers Montormal. Donc ils avaient été au contact des Français. Mais si vous me dites qu'il y avait 15 chars polonais qui se sont fait allumer de l'autre côté de la route. Ils montaient sur le plateau dans les champs à côté. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement le trajet qu'ils ont pris. Ils ne peuvent pas faire autre chose. C'est des Charman, c'est des chars américains. Oui, c'est des Charman, je connais. Ils avaient des trous gros comme ça dans la tourelle. Et comme c'était fait à l'emporte-pièce. Hein.
Et vous me dites, vous avez vu les 15 chars alignés, quoi? En 15, je sais pas. Oui, non, mais bon. Il y a 10-15 chars. Oui, c'est ça. On est monté sur les chars, nous, étions gamins, nous vers l'étoile, et c'était une puanteur. Les gars étaient encore dedans. Étaient cramés dedans. Hein.
en chantant, jamais ils ne s'attardent. La victoire n'attend pas, et chacun les regarde, saluant chapeau bas. Division de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc, posent en chantant, vive la deuxième,